Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir des millions à travers la planète, confortablement installés dans votre fauteuil devant votre écran pour suivre avec une attention particulière cette autre édition d'Agripan, qui est votre programme consacré au travail de la terre. C'est donc en direct sur Afrique Média, votre télévision panafricaine. Ce soir, avec le concours de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs Arctic, en partenariat avec la Voie Agri, qui est une initiative et l'accompagnement des investisseurs dans le domaine agricole, nous allons parler de la fertilisation des sols, comment améliorer la qualité des sols pour un meilleur rendement. Et c'est un sujet qui vous intéresse, qui nous intéresse aussi, et nous espérons que ce soir, vous serez très nombreux à nous appeler pour poser des questions pour davantage comprendre et avec nos experts et invités traditionnels. Mais avant, nous allons vous balader dans l'univers de la créativité et de l'ingéniosité chinoise au service de la production agricole. Alors maintenant, qui sont donc nos invités ce soir pour cette édition d'Agripan? Emmanuel Gezeko, qui est ingénieur agronome, qui est un homme de terrain, est là ce soir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Salut Roger, bonsoir à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Et qui sont d'ailleurs très contents de vous, de vos explications. Et ce soir encore, vous promotez que vous irez encore en profondeur. Très en profondeur parce que je suis convaincu que le thème mérite qu'on aille un peu en profondeur pour pouvoir en fait relever le niveau de rendement des cultures africaines. Alors, ça fait 30 ans qu'il est sur le terrain. Il ne cesse de mener le combat pour que l'on puisse manger à sa faim et que l'on puisse véritablement vivre du travail de la terre. Il est également un ingénieur agronome, homme politique, et il propose d'ailleurs 40 mesures pour permettre au Cameroun de décoller d'ici 5 ans s'il est investi comme président de la République. Bernard Djonga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Roger. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Voilà. Et certainement, Emmanuel, bonsoir aussi. Bonsoir, voilà. Président. Et certainement que certains téléspectateurs vous interrogent déjà même sur vos 40 mesures et vous demandent si ce sont des mesures concrètes, réalistes. Est-ce que vous allez jusqu'au bout pour les réaliser si vous êtes sur le pouvoir? Roger, parmi les 40 mesures, je pense qu'il y a 2 mesures qui touchent au thème de la soirée, c'est-à-dire la fertilité des sols. Je pense que je vais les aborder ici. Il s'agit de la mesure qui parle de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire le compartimentement du territoire en fonction des sols. Je veux faire allusion à ça. Je ferai aussi un peu allusion à la division agroécologique du Cameroun, parce que là, on parle des sols. Quand on parle de division agroécologique, il y a une partie écologique, Tout à fait. il y a une partie sol et puis une partie climat aussi. Puis c'est tout ça qui forme la spécificité d'une région. Je pense que je veux profiter de l'occasion pour expliquer ce qu'on appelle agroécologie. Voilà. Alors, vous êtes donc servi ce soir, chers téléspectateurs, mais avant, je vous propose cet élément et on se retrouve juste après pour les commentaires.
Voilà, vous avez été aussi surpris, tout comme nous, parce que nous avons été tellement très attentionnés. Et alors, Président, ça vous a fait rigoler un tout petit peu. Voilà, donc, comment l'on peut apprécier et mesurer la créativité et l'ingéniosité d'un peuple au service, bien évidemment, de la production agricole? Bon, j'avoue qu'on ne peut pas, on peut pas rester indifférent. On ne sait pas rester indifférent lorsqu'on voit ces images-là défiler. Et à la fois, on est par moments un peu étonné de voir comment les gens ont pu imaginer, ont pu réfléchir pour sortir un outil qui leur permet de faciliter le travail, qui leur permet d'agrandir. Ça étonne sur cet aspect. Bon, l'autre aspect, c'est que, bon, quoi qu'on dise, ça trahit un peu l'ingéniosité. Quoi qu'on dise, l'ingéniosité et le souci de faciliter, c'est à la fois le souci de faciliter le travail, mais le souci de faire aussi plus de travail à travers un outil qu'on a. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est très appréciable quand on regarde ces images-là. Et par moments, on dit, bon, il fallait y penser. La première remarque, je ne sais pas si c'est le lieu de le dire, lui, Roger. Non, c'est important de le souligner. Bon, la toute première remarque que je fais, et là, j'aimerais bien partager ça à ceux qui ont vu, ou bien qui voient les images autant que moi, c'est que tout ce qui est mécanique respecte un certain ordre. C'est-à-dire, quelle que soit la dimension, tout ce qui est mécanique respecte un certain ordre. Alors, quand vous voyez comment on récolte le maïs, comment on récolte du riz, bon, regardez là sur cette image. C'est une faucheuse de... Bon, ça, c'est du riz. Vous allez remarquer que le riz a été planté en ligne. Si vous remarquez, vous voyez les aspects qu'on a récoltés, pour permettre à l'appareil de bien fonctionner. Donc, il y a quelque chose qui se pense avant, qui est pris en compte avant. Parce que du coup, quand je vois ça, je pense à nos petits exploitants, ce qu'on appelle exploitation familiale. Dans l'exploitation familiale, vous avez les arachides qui vont avec le maïs, qui vont avec le macabo, qui vont avec la patate. Donc, tout est en désordre. Du coup, je me dis, est-ce qu'un appareil comme celui-ci, comment ça marcherait dans un cafouillage, entre guillemets, parce que cafouillage, ça fait un peu réducteur, ça fait un peu moqueur. Et pourtant, cette diversité des cultures à l'intérieur des exploitations familiales a toute sa richesse. Mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est de dire, est-ce que ces petits outils peuvent aller dans ça? Je crois que non. Ça veut dire que dès le départ, il y a un minimum d'ordre qu'il faut déjà avoir en tête pour pouvoir penser à l'outil. C'est quelque chose qui est... Cet aspect-là, ça m'a quand même marqué. Et on revoit ça. Partout où il y a un appareil qui aide à la récolte, qui aide peut-être à la transformation, on remarque qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'uniformités. Je vais aller plus loin, avec ta permission, Louis Roger. Je suis encore en dehors de ces équipements, donc il faut qu'on s'entende très bien. Je veux aussi vous faire remarquer que pour utiliser ce genre d'équipement, je reste dans la parcelle de riz que nous venons de voir. Vous allez, dans cette parcelle, je reste là. Vous allez remarquer que dès le départ, il faut s'assurer que les semis se font au même endroit, au même moment, les semis. Ça, c'est un. De deux, il faut s'assurer que la variété est uniforme. Parce que si la variété n'est pas uniforme, vous ne pouvez pas avoir ce champ de riz aussi à maturité au même moment. Je sais pas si vous voyez. Si vous ne semez pas au même moment, vous allez avoir des tiges de riz qui sont matures et d'autres qui ne le sont pas. Du coup, ce type de récolte n'entre pas en jeu. Donc, il y a une rigueur qui doit être pensée avant, déjà au niveau des semences, parce que même au niveau des semences, vous voyez ça ici dans ce champ de riz. Vous allez revoir ce que je remarque là dans le champ de maïs. Si vous utilisez les semences qui donnent les épis qui sont longs, vous mélangez avec les semences, dans ce champ, vous mélangez avec les semences qui donnent les épis qui sont courts, parce qu'il y a les maïs nains. Vous allez avoir des problèmes d'utiliser les appareils pour récolter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par rapport aux tâches et par rapport à l'outil qu'on peut entrevoir, il y a une discipline qu'il faut faire pour que l'outil soit utile et que l'outil donne son plein rendement. Si vous ne respectez pas cela, vous n'allez pas tirer le meilleur profit de l'outil que vous avez eu. Et ça s'applique partout. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de calibrer les semences avant de pouvoir les planter. Parce que quand vous calibrez les semences, vous êtes sûr d'avoir les semences qui commencent à pousser, qui germent au même moment et qui entrent, et dont le fruit, c'est-à-dire l'épi, entre en maturité, c'est le maïs, entre en maturité au même moment et ça facilite la récolte mécanique. Bon, ici, je dis bien la récolte mécanique.
Parce que, à bien voir, il y a une alternance de mécanique ici qui va avec, le manuel. Vous voyez, quand vous voyez la récolte du riz qu'on vient de traverser, vous allez remarquer que, ici par exemple, à la fois l'appareil travaille et l'homme aussi travaille. Donc il complète l'appareil. Vous voyez, donc ça aussi c'est un élément qui m'a marqué. Donc je prends ça de manière globale avant qu'on entre maintenant dans l'allègement de la tâche pour un meilleur rendement et pour une meilleure productivité. Je pense qu'Emmanuel... Voilà, et Emmanuel également a regardé ces images et a pris quelques notes, quelques commentaires. Oui, le premier commentaire que je peux faire, c'est de remarquer que, en fait, les Asiatiques travaillent plus peut-être déjà avec leur tête qu'avec le muscle, alors que chez nous, on a plutôt tendance à faire le contraire. C'est-à-dire, en fait, il y a des opérations simples qu'on peut mécaniser. Vous avez vu, par exemple, seulement utiliser une bicyclette, comme un vélo, pour pouvoir récolter, enfin, décortiquer les arachides, séparer les fans de l'arachide, c'est quand même génial. Et je pense que la plupart des technologies qu'on vient de nous montrer sont accessibles. En fait, la simple observation par quelqu'un qui maîtrise un peu de technique peut réussir à créer les outils nécessaires pour pouvoir faire la même chose. Donc ça, c'est ma première observation, que c'est une technologie accessible. Mais on peut, à la limite, on peut se demander qu'est-ce qui nous empêche de le faire. J'apporte une nuance, lui, Roger. Oui, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel. Parce que, Emmanuel, si tu regardes de près, chez nous, on a ici, chez nous, à Douala, je peux me dire ici à Douala, comme je dirais au Mali, comme je dirais à Niamey, on a des artisans qui font même mieux que ça. Qui essaient et qui obtiennent des résultats qui sont mieux que ça. Mais du fait qu'on n'en parle pas, du fait qu'on n'en parle pas, du fait qu'on ne communique pas autour de ça, du fait qu'on ne fait pas la promotion de ça. Là aussi. Donc, en principe, je crois qu'il y a un génie qui existe aussi ici. Mais là où on est paresseux, d'après moi, ça c'est un peu pour apporter une nuance à ce qu'Emmanuel a dit. Le mot pour apporter une nuance à l'élément paresse. Tout à fait. C'est au niveau de la communication. Et c'est aussi au niveau de l'accompagnement. Parce qu'en réalité, on doit se poser la question de savoir, mais pourquoi ceux qui sont chargés de promouvoir les innovations dans le milieu du développement n'investissent pas sur la communication? Parce que celui qui crée ne sait pas forcément communiquer sur ce que lui, il a créé. Et c'est un élément très important parce que là, là j'ai un cas spécifique. Moi, je suis apiculteur et j'ai découvert au Kenya... les vaches d'abeilles, oui. Du miel. Exact. Au Kenya, par exemple, j'ai trouvé un appareil qui coûte en Europe, quand nous on le prend en Europe, qui coûte plus d'1,3 million francs. Mais au Kenya, il coûte à peu près 500 000 francs à l'extracteur de miel. Voilà une technologie, par exemple, très maîtrisée dans un pays comme le Kenya. Mais nous, en Afrique centrale, quand il faut commander un petit appareil comme extracteur de miel, on est obligé d'aller plutôt en Europe et il coûte presque 3 fois le prix. Voilà. C'est ce que le président... J'ai rajouté, peut-être que tu voulais dire quelque chose. Non, allez-y, président. Oui, ce que j'allais rajouter, c'était de dire, il faut quand même qu'on nuance. Cette roue de vélo qui égousse les arachides. Bon, je n'ai pas encore vu ça quand même ici chez nous. Depuis que je circule en milieu rural. Ça, c'est original. Cette roue-ci. On va original. Et après, il va retourner son vélo et rentrer. Et rentrer avec. Voilà. C'est-à-dire, il monte sur son vélo pour aller en champ. Tout à fait. Il arrive en champ, il tourne le vélo, il utilise ça. Ça, c'est les rayons qui travaillent. Tout à fait. Bon, je pense que je n'ai pas encore vu ça dans un champ chez nous. Pourtant... Bon, et même, il faut que je précise, lui, Roger. Parce que nous, au niveau de la voix du paysan, de manière répétitive, on a des artisans qui arrivent pour nous proposer de communiquer sur ce qu'ils ont, sur leurs inventions. Mais généralement, je ne crois pas très souvent avoir passé des inventions aussi basiques. Je dis vraiment aussi basiques. Tout à fait. Parce que ceux que j'ai eu à rencontrer à la voix du président, ceux qui passent par là, c'est des gens qui ont réussi à mettre en place des choses un peu plus évoluées. Plus élaborées. Oui. Je ne sais pas si c'est ça le mot. Un peu plus évoluées. Une grandeur un peu plus élevée, non? Mais ça... Et là, c'est seulement sans effort. C'est un vélo qu'on retourne et qui nous sert tout à l'heure comme celui qui a sa moto pour écraser
Mais là, justement, par rapport à la communication, j'aimerais dire au président, justement, j'ai vu une moto qu'on adapte comme motopompe en même temps. Non, comme motopompe en même temps. Et ça, c'est créé par un Africain. Je crois que c'est un Nigérien ou un Ougandais, je ne sais plus très bien. Mais on parle de communication, parce qu'il faudrait bien évidemment... Tout à fait, parce qu'un outil pareil, tant qu'il ne peut pas être vulgarisé, il va rester en fait au niveau peut-être de l'inventeur et à la fin, ça ne pourra pas servir à grand monde. Je voulais quand même te poser une question, si tu me l'autorises. Non, mais bien évidemment. Alors, la dame qui m'a fait connaître ces images-ci, parce que je les ai quand même vues passer avant, déjà. La dame qui m'a fait connaître ces images-ci se proposait d'importer ces appareils pour les commercialiser ici. Quand on a discuté, on est tombé sur le fait que, au lieu de commander ces appareils pour les faire fabriquer ici, mieux vaut, non, pour les commercialiser ici, mieux vaut faire venir quelques échantillons et qu'on les fasse fabriquer par nos artisans. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est faisable? C'est faisable, puisqu'aujourd'hui, tout a été créé, tout a été inventé. Il y a juste des petites modifications pour plus de malléabilité, pour plus de finesse dans l'utilisation. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, mais pour qu'on puisse quand même avoir un produit qui respecte quand même nos plantations, notre façon de faire ici, parce que là, il y a une notion de mesure. Ah oui, il y a une rigueur, ça demande une rigueur. Il y a le calibrage et tout cela. Et tant nos cultures ici sont les cultures traditionnelles, où le petit producteur n'a pas cette notion. Son maïs, il ne sait pas d'ailleurs qu'il faut le calibrer, peut-être avoir un maïs de petite taille ou de taille moyenne. Donc je pense que là, ça pourrait être une bonne chose pour l'adapter à nos cultures. Sauf aussi à s'assurer que, en fait, ce n'est pas des inventions brevetées. Mais j'ai vu la plupart de ces petites technologies, réellement, ça ne peut même pas être tout à fait breveté. Non, toutes ces inventions sont brevetées. Non, j'ai dit c'est le vélo et la moto. Voilà. Sauf le vélo et la moto. Par exemple. Là, c'est breveté, ça. Tout à fait. Donc, maintenant, si c'est breveté et que le brevet est peut-être encore en cours, il serait difficile, en fait, qu'on puisse... Là, par exemple, c'est une chignole. Ce n'est pas breveté, c'est-à-dire que vous avez votre chignole. Tout à fait. Hein, vous l'utilisez. Parfois, ne vous sert plus à rien quand vous avez fait le travail, mais ça va vous servir à égrener le maïs. À égrener le maïs. Tout à fait. C'est une chignole, ça. Donc, c'est assez original. Vous qui êtes éleveur, vous qui avez des poulets, des poules, pour faire de la provade, pour une petite poêle pour l'élevage domestique, avec votre chignole, vous pouvez égrener votre maïs et l'écraser avec votre moto. Encore qu'il y a des modèles d'égreneuses locales actuellement. Donc en fait, ce qui m'a le plus attiré l'attention, c'est cette simplicité en fait à utiliser les choses qui sont dans notre environnement pour l'agriculture. Et comme le président disait tout à l'heure, effectivement, nous, on pense toujours développer des choses un peu plus compliquées, alors qu'il y a même l'accessible qu'il faut déjà commencer par maîtriser. Bien évidemment. Emmanuel, il y a quand même quelque chose qu'il faut soulever. Oui. Ces appareils-ci viennent de Chine. Oui. N'allez pas me faire croire qu'en Chine, tous les producteurs utilisent ces appareils. Non. Non, c'est clair aussi. Ça veut dire qu'il y a quelque part en Chine, ça peut être un centre, ça peut être une institution, où on encourage ce type de recherche. Tout à fait. Où on fait la promotion de ce type de recherche. Tout à fait. Ça doit exister en Chine, automatiquement. Parce clair. que la question que je voulais poser à Emmanuel, c'est de dire, mais toi qui es souvent en milieu rural, mais pourquoi on ne voit pas ça? Ces gens de petits bricoles pour pouvoir alléger la tâche au quotidien dans les champs, on ne voit pas ça. Je n'ai pas encore vu. À ce niveau, donc, c'est dû à quoi? Il s'agit, à mon avis, des politiques mises en place, en fait, qui peuvent faire la promotion de ces choses réellement. Parce que, et là-dessus, si personne ne prend, en fait, sur lui d'encourager ça, il sera difficile que, de façon spontanée, ça puisse... C'est la mécanisation de l'agriculture. Oui. Est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts, dans l'arrière-pays, en Afrique, à utiliser ces engins pour la récolte? Je ne vois pas un producteur à qui il aurait une solution plus pratique, plus rentable, et qui va refuser cette solution pour prendre une autre solution en fait plus pénible. Ça... Oui, je voulais apporter quand même... Lui, Roger, ne doit pas perdre de vue quand même une situation qu'on connaît souvent en milieu rural. Oui. Bon. On pense à la mécanisation lorsqu'on veut soit alléger la pénibilité du travail, ou bien de la tâche, ou bien de l'opération champêtre, soit lorsqu'on veut agrandir la production et la productivité de son exploitation.
on passe à la mécanisation. On pense à ce genre de mécanisation. Oui. Bon. Dans la plupart des cas, quand on voit ce qui se passe autour des exploitations familiales, ce n'est pas une exploitation familiale, tout ce qu'on voit là, à l'heure actuelle. L'exploitation familiale a cette caractéristique qui est de dire la superficie du champ répond à la force manuelle Tout à fait, du de travail. la famille. Tout à fait. De la famille. Ce qui fait qu'en principe, la pénibilité en tant que telle, la famille ne sent pas ça. J'essaie de trouver une raison. Tu me vois venir, Luro, j'essaie de trouver une raison. Président, Oui. je voudrais prendre un cas concret. J'ai déjà vu ici, à l'intérieur du Cameroun, 2 moissonneuses batteuses parties de l'Europe. Mais tout à l'heure, et je peux vous dire justement, ces 2 moissonneuses batteuses n'ont pas travaillé 2 saisons jusqu'ici. Déjà parce que justement, la dimension de l'exploitation ne nécessitait pas une maçonneuse batteuse. Une maçonneuse batteuse. Par contre, on vient de voir là, en fait, un petit outil de rien du tout, qui pouvait faire le même travail pour peut-être 50 hectares, peut-être pour 10 hectares. Et ça veut dire que nous, comme vous avez dit tout à l'heure, on pense toujours au plus compliqué, alors que oui, ça, je on pense peut avoir plus simple d'abord. Je pense quand même. Je voudrais poser une question de colle à Emmanuel. Oui. Alors, quelles leçons on tire de ce qu'on vient de voir au regard de notre environnement? Quelles leçons, quels enseignements on tire? Pour moi, le premier enseignement, oui. et ça c'est ce que je disais un peu la fois dernière par rapport au logiciel de formulation. Le premier enseignement, c'est qu'il y a des choses tout à fait accessibles comme technologie qu'on peut s'approprier dès l'instant et qui vont, enfin, et ces choses vont effectivement encourager notre productivité agricole sans effort supplémentaire. Ça, pour moi, je dis, il y a des acquis que nous devons valoriser en Afrique. On ne doit pas toujours attendre ou alors penser très haut alors qu'on est à un niveau peut-être un peu plus bas. Pour moi, c'est simple. C'est la première leçon que je pourrais retenir de ces images que je viens d'observer. Seconde leçon sous forme de question, Emmanuel. Oui. Est-ce qu'au sortir de ce qu'on vient de voir, oui, on peut promouvoir, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'il faut que les artisans, je ne sais pas, les artisans africains copient cet exemple, les exemples, non pas seulement les exemples des artisans asiatiques. Est-ce qu'on peut dire ça? Ou bien, je peux changer aussi. Oui. Ou bien on peut pousser les artisans africains à plus de créativité, à plus de réalisme. Parce qu'il faut qu'ils créent quelque chose qui s'adapte à leur contexte. Parce que ici, qui s'adapte à leur contexte. Ici, on voit le riz, le terrain est plat. Tout à fait. Bon, si c'est la colline, bon, il faut... De fait, on n'invente pas la roue. La roue a été inventée. Nous, on doit prendre la roue au niveau où elle se trouve et maintenant voir si elle va grimper sur les pentes fortes que nous avons, par exemple, peut-être dans notre contexte. Et ça, pour moi, j'ai dit, c'est là le challenge. C'est-à-dire, en fait, nous, on doit copier ce qui existe, mais avec un souci de l'adapter à notre propre réalité. Voilà. Bon. Donc, ça veut dire que pour la voix du paysan, comme je suis directeur de publication, par exemple, qu'est-ce que je fais? Mais je publie ça. Vous publiez ce genre d'image et vous faites aussi un effort de sensibiliser peut-être les lecteurs par rapport à l'accessibilité à ces petits outils qu'on a devant nous et qui ne sont pas autant compliqués comme nous on le avons aussi pensait. des plaines qui peuvent être, qui sont favorables à l'usage, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons vu là comme machine. Maintenant, ce sont les cultures sur des reliefs accidentés. Peut-être qu'il faudrait encore revoir la technologie pour ces genres de reliefs. Si peut-être c'est un versant d'une montagne. Écoutez, qu'on a comme, partout dans le monde, oui. Le terrain n'est pas toujours plat pour l'agriculture. Non. Il y a des pentes admissibles. Quand la pente ne dépasse pas 15%, par exemple, il y a les on cultures devrait pouvoir, qui sont qui sont pour les adaptées pentes aussi. pour les pentes. Si. Ce n'est pas un problème en tant que tel. Mais le président a souligné un aspect dès le départ. En fait, et ça, cet aspect, je le dis toujours, en mettant un champ de maïs dans un système géographique et géométrique, on peut augmenter le rendement sans effort supplémentaire de peut-être 2/3, un dixième par exemple. C'est-à-dire, en fait, juste le fait de mettre le maïs en ligne dans un champ bien sûr. augmente la productivité. Parce qu'il y a souvent 2 cas de figure. Soit les espacements sont trop grands, soit les espacements sont trop rapprochés.
et l'un et l'autre est un facteur de perte de rendement. Ok. Donc, moi, je dis, c'est une nécessité d'abord pour nous, de penser aux cultures, en fait, sur les figures utiliser géométriques. rationnellement l'espace. Première chose. Après cette disposition sur les figures géométriques, il faut aussi penser, en fait, à avoir les semences à peu près homogènes, par exemple. Oui, il faut avoir des semences homogènes. Pour pouvoir, en Oui, fait, oui, tout à fait. planifier les récoltes ou bien les opérations au même moment. Lulo, je veux partir. Je veux une dernière question pour le collègue. Allez-y, Je veux une président, colle. avant qu'on aille Le au président va standard. Toujours Emmanuel. Oui. Alors, Emmanuel, dis-moi. Oui, président. Alors, de ce qu'on vient de voir, Oui. alors, qui est-ce qu'il faut interpeller? Alors, dis-moi, est-ce que ce sont les artisans, ce sont nos jeunes qui sont à l'école polytechnique, ou bien ce sont les producteurs eux-mêmes? Parce que ce qu'on a vu là, qui est-ce qu'il faut on peut aussi interpeller les pouvoirs publics, au premier chef. Tout à On fait. interpelle qui par rapport à ce qu'on a vu. Et Mais- qui n'existe pas, je ne crois que tu puisses me dire. Oui, et là, je vais revenir sur mon propre exemple. Oui. En fait, j'arrive à créer un logiciel simplement parce que je suis buté à des problèmes spécifiques et personne n'a la solution. Mais attendez, ça veut donc dire que pour moi, même un agriculteur qui peut trouver une solution pour son propre problème peut être partie de cette solution. Mais maintenant, pour que ça ait l'ampleur nécessaire, pour que ça ait un impact économique réel, il faut qu'il y ait de relais par rapport peut-être à l'État, par rapport aux instituts spécifiques qui s'en occupent, pour qu'il y ait un impact à l'échelle économique d'un pays, d'une région ou même de toute l'Afrique. Voilà, merci. On va aller au standard avant de revenir sur ces questions qui m'intéressent aussi. On va prendre Dany. Dany, il nous appelle depuis la France. Bonsoir et bienvenue, Dany. Bonsoir, M. Noyeux, bonsoir Emmanuel et bonsoir professeur Ndongan. En fait, j'aimerais intervenir parce que bon, c'est un sujet qui est intéressant, hein, puisque l'avenir de notre pays, c'est sur l'agriculture. Bon, pour m'expliquer, je vais d'abord parler du pays que je connais bien, c'est la France, n'est-ce pas? Vous voulez savoir que juste après la Seconde Guerre mondiale, la France était un pays... en France, l'agriculture n'était pas organisée. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? C'est-à-dire qu'en France, c'était un peu comme en Afrique, il y avait des montagnes un peu partout. Donc, ils ont lancé une grande campagne parce que les Américains voulaient vendre leurs moissonneuses-batteuses. Ils ont lancé une grande campagne pour planifier tous les sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyagez en France, vous voyez, tout est plat, tout est plat. Et les cultures sont comme si c'était sur une plaine, en fait. Donc, en fait, ils ont creusé. C'est-à-dire que c'est l'État qui l'a fait, en fait. Ils ont rasé tout, ils ont creusé les montagnes, ils ont tout aplani. Ils ont tout aplani parce que les moissonneuses-batteuses, c'est des grandes machines qui sont très grosses. Et ces machines-là ne montent pas sur les collines, ne redescendent pas. Donc, l'État a aplani tous les sols. Et quand vous allez voyager en France, vous ne voyez pas de montagnes. Les montagnes, c'est vraiment dans les endroits spécifiques où il y a des cailloux. Mais sinon, en plaine, on a l'impression qu'en France, la France a fait des plaines. Parce que c'est l'État qui l'a fait. Ils ont creusé, ils ont aplani tous les sols. Et à partir de ce moment-là, maintenant, ils ont lancé ce qu'on appelle la mécanisation. Ils ont pu importer les machines des États-Unis pour pouvoir lancer la culture qu'on voit aujourd'hui. Ils ont subventionné après maintenant l'agriculture. Et ils ont fait des apports. Plus on avait une surface plus grande, plus on touchait les subventions. C'est comme ça comment ils ont pu endiguer la famine qui menaçait la France. Voilà. Donc, pour répondre aux interrogations du président Ndongan, je vais tout simplement dire ceci. C'est que il n'est pas encore ancré en nous, Noirs et Africains, l'idée d'invention. Parce que l'invention, c'est tout le monde qui l'a, en fait. Tout le monde qui l'a. Ce n'est pas uniquement spécifique à l'agriculture. Moi, par exemple, à mon niveau, comme je vous parle, tous les jours, je fais quelque chose, je réfléchis. Quand je me bute sur une difficulté, je dis, tiens, je vais peut-être inventer un truc pour pouvoir améliorer cette chose-là. Donc, l'agriculteur, tous les jours, quand il essaie de labourer son champ, quand il essaie de planter ou quelque chose, ou quand il essaie de cueillir, c'est comme ça comment les Européens ils inventent, en fait.
C'est-à-dire que le jour, le mec, le jour, s'est dit merde, moi, ça me fait mal de pouvoir à chaque fois faire la même chose. Donc, il rentre, quand il finit son chant, il rentre dans son atelier et il se met à inventer des petites machines comme ça. Et bon, maintenant, comment faire pour promouvoir ces machines-là? Il y a les salons de l'agriculture, et les salons de l'invention. Et donc, c'est ça, pour reprendre le professeur Ndongan, c'est ça maintenant qu'il faut mettre sur place, c'est-à-dire que des salons de l'agriculture, des salons d'innovation, des salons des inventions, où maintenant on fait appel à tous ces petits inventeurs, c'est monsieur tout le monde qui arrive, qui présente son invention, et là, on les prime. C'est pour ça que vous avez le prix. Bon, j'oublie le nom, il y a un inventeur très connu. Donc du coup, quand on prime les gens, ça les donne l'envie de revenir l'année prochaine avec quelque chose de plus apte et de plus approprié. Voilà, donc je pense que pour reprendre le professeur Ndongan, il faut des salons de l'agriculture, des salons des inventions et des différents salons. Et puis c'est l'État qui doit aplanir les surfaces si elle a envie d'utiliser les maçonneries batteuses. Voilà, merci beaucoup, c'était ma contribution. À bientôt. Merci Dany, je rappelle que vous nous appelez donc depuis la France. Un commentaire présent? J'achète ce que Dany a dit, je partage entièrement. Sauf que, il ne faudrait pas que Dany perde de vue. Un champ vallonné, c'est aussi une richesse. C'est-à-dire, on n'a pas forcément intérêt à pouvoir aplanir, c'est-à-dire à détruire le relief naturel d'un espace. On n'a pas intérêt. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue cette richesse, comment je pourrais dire ça? Moi, j'allais dire richesse touristique, parce que quand vous allez en zone forestière, par exemple, vous n'avez pas la vue que vous avez lorsque vous allez en zone de haute altitude. Vous voyez? C'est-à-dire, en zone de haute altitude, vous avez une vue. Ça est sa particularité. Quand vous allez en zone forestière, vous avez une vue, même si c'est limité, mais vous avez une vue, même si ce n'est pas le haut, vous avez une vue. Ça, c'est limité, même si c'est limité. Je dis simplement ceci. Oui, Emmanuel. Avec les terrasses radicales. Par exemple. Les terrasses radicales se fait sur des montagnes très pentues, mais on réussit à renverser la pente de cette pente naturelle. Et quand c'est une technique culturelle. Mais en gardant quand même tout l'aspect de la montagne. Donc, c'est pour dire aussi à Daniel que dans notre contexte spécifique africain, on n'a pas besoin de tout raser les montagnes pour... Dany, pardon. De tout raser les montagnes pour aplanir, non. Et effectivement, cette petite technologie qu'on a vue tout à l'heure s'adapte à des petites parcelles. Oui, ne perds pas de vue. Dany a été plus précis. Dany dit, alors, pour les besoins de la... Bon, j'allais dire le mot productivisme, non. Peut-être que c'est un mot un peu trop fort. Pour les besoins de la grande production. Oui. De deux, pour les besoins d'utilisation de la mécanique. Oui. Parce qu'il a expliqué, il a aussi raison. Il dit que pour faire marcher une moissonneuse batteuse, oui, elle ne va pas sur les collines. Non. Donc forcément, quand on a inventé la machine, et quand on a vu ce que la machine apporte comme rendement dans la production, oui, dans le productivisme, oui, on a tout intérêt à voir les sols qui permet de valoriser cette technologie et d'obtenir le meilleur rendement. C'est ça qui a poussé l'Europe, comme dit Dany, la technologie européenne. Oh, nous sommes bien évidemment. C'est ça la nuance qu'il faut apporter. C'est ça la nuance qu'il faut apporter. Dire à Dany que non, on a aussi une richesse. Tout à fait. Ce qu'il a dit et que j'achète, c'est de dire, nous aussi, on doit chercher à promouvoir les inventions. Oui. Avec ce qu'il a appelé les foires, etc. On doit promouvoir. Et il faudrait que les inventions s'adaptent à notre condition, à nous. Tout à Mais fait. surtout aussi à nos moyens. Il faut quand même le dire. Très bien. Alors, Jean-Pierre et Ibélé, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes également ingénieur à Croydon, le roi du bio d'Afrique. Alors, ça se passe bien? Vous sortez fraîchement du champ, vous étiez encore en mission, comme d'habitude? Je ne sais même plus d'où j'arrive. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas vu ici. J'ai beaucoup voyagé, effectivement. J'ai bien travaillé, toujours pour l'agriculture, un peu partout. Voilà, donc, mais je prends au bon cette réflexion sur, comment dire, ce qu'on a appelé le remembrement en France, comme ça qu'ils ont appelé ça, hein, c'est-à-dire terrasser les sols, les aplanir, etc. C'est bon et c'est mauvais en même temps. Et j'ai entendu Dany, oui, c'est Dany, c'est ça, dire que les Africains n'inventaient pas grand-chose. Je voudrais juste, à la décharge des Africains, dire que finalement, lorsque l'individu n'est pas bridé, n'est-ce pas, il peut inventer. C'est l'environnement en réalité qui pousse l'individu à inventer des choses. Et nous sommes dans un contexte en Afrique, de manière globale,
assez compliqué de ce point de vue-là, où la plupart même des cultures qui auraient dû être promues sur le continent ne le sont pas vraiment. L'agriculture est rentrée ici par la porte des cultures d'exportation et non pas par la porte des cultures traditionnelles de consommation locale. Et donc toutes les technologies qui auraient pu naître s'il n'y avait pas eu cette espèce de, de contrainte à mettre en place des cultures qui sont pas forcément consommées sur place, toute cette inventivité-là a été bridée. Mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'on est en ce moment sur la bonne trajectoire. Parce qu'un peu partout aussi en Afrique, il faut le dire, je viens de le voir au grand sommet à Abidjan sur la Green Revolution en Afrique, où nous avons quand même observé qu'il y avait un courant panafricain d'invention qui existe et qui demande maintenant à être accompagné financièrement par les instituts de recherche, etc. Voilà. Oui, Daniel a dit ça. C'est assez important. Il y a quand même un élément qu'on ne voit pas assez. Moi, je dirais sincèrement, je ne veux pas jouer à l'avocat du diable, comment on dirait. Parce que quand je regarde ces petits producteurs, ils croulent sous le poids des problèmes. Il faut quand même le reconnaître. Ils croulent sous le poids des problèmes. Ils n'ont pas le temps de rentrer du champ et penser. Alors, quand ils veulent penser, c'est les problèmes qu'ils voient. On ne peut pas nier cet environnement. C'est un environnement qui, ma foi, demande d'être travaillé pour placer les... Non, je vois, je vois Jean-Pierre froisser le souci. Je dis simplement ceci. Quand on voit l'environnement dans lequel ceux qui font ce genre de découvertes, ils ont un environnement qui, sur certains aspects, est un peu différent du nôtre. C'est-à-dire, ils ont le... Je sais comment le dire, mais je sais simplement que quand vous voyez des paysans qui ont de la peine à avoir la semence tout venant, je dis des semences tout venant, j'entendais Manuel dire qu'il y a une certaine rigueur par rapport à ça, c'est vrai. Mais rares sont les paysans qui ont le minimum qui puisse leur permettre de dégager du temps pour se mettre à réfléchir sur un certain nombre de problèmes. Et quand ils veulent la solution d'un certain nombre d'un certain type de problèmes. Parce que les problèmes sur lesquels ils pensent sont de loin encore plus pesants. Les points vitaux, quoi. C'est la subsistance. Je ne voulais pas prononcer ce mot, Emmanuel. C'est toi qui le lâches finalement. Brièvement. Très brièvement. C'est pour ça que tout à l'heure, je voudrais rebondir à la question que vous avez posée à Emmanuel. Oui. Faut-il donc interpeller nos jeunes de Polytech, ceux qui sont à l'école polytechnique? Moi, je pense qu'également, ils doivent sortir des bureaux pour descendre sur le terrain, rencontrer les agriculteurs et demander quelles sont vos difficultés, comment faites-vous. Et c'est à partir de là également qu'on peut penser un outil susceptible, n'est-ce pas, d'aider ces cultivateurs. J'ai une autre approche. La plupart des inventions faites par des gens qui ne sont pas sur le terrain eux-mêmes, souvent restent même au niveau des bureaux et jamais utilisés. Ça aussi, c'est une autre remarque. Donc, ces jeunes de politique, justement, ils doivent même s'installer eux-mêmes dans les activités créatives et ça va leur permettre en fait de rendre encore plus service à ceux qui y sont déjà. Pour autant qu'on leur donne les moyens de vivre. Bien évidemment. Mais tu ne sors pas de l'école pour aller t'installer et puis... Généralement, bon, Jean-Pierre, vas-y. T'as envie de prendre la parole? Oui, vraiment très rapidement. Non, au contraire, j'adhère totalement à ce que Bernard disait tout à l'heure. Je ne fronçais pas les sourcils par contestation. Voilà, mais simplement pour dire que oui, on est complètement d'accord que l'environnement n'est pas favorable en fait. Et alors, de ce point de vue-là, je voudrais quand même faire une observation. Parce que je suis en milieu rural. Il faut dire que les innovations, pour qu'elles s'installent, c'est très, très difficile en environnement rural. C'est même très difficile de manière générale d'installer une innovation quelque part. Alors, il faut construire le cadre pour cela. Et la manière, la genèse même de l'agriculture dans toute l'Afrique, c'est une histoire compliquée. C'est une histoire faite de culture forcée. C'est une histoire, lorsqu'on n'a pas pu faire les cultures forcées sur place, on a déplacé des hommes pour les faire ailleurs. Vous savez, l'histoire de l'agriculture sur le continent américain, développée par des Africains ramenés en esclavage, parce que c'est un métier difficile, l'agriculture, très difficile. C'est pour ça que, pour que l'idée même
de promouvoir l'innovation en impliquant les acteurs que sont les agriculteurs ne devrait marcher que, par exemple, si l'État central du pays concerné, qui est un État qui a une véritable vision panafricaine et inclusive, cet État-là doit vraiment sentir que c'est une obligation de faire cela, de penser la gestion de l'agriculture, de penser la fiscalité de l'agriculture, de penser la formation. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, l'agriculture dont on parle beaucoup, dans la quasi-totalité des pays africains, sauf la Côte d'Ivoire, n'a pas de fiscalité spécifique. Donc c'est quand même difficile pour une activité économique entière qui participe à la chaîne de valeur économique. Les chaînes de valeur autour de l'agriculture sont nombreuses. Hein. Vous avez les chaînes de valeur locales, qui sont les chaînes de valeur de production, de transport, de petites transformations, etc. Vous avez aussi les chaînes de valeur mondiales, qui sont celles de la machine, de l'emballage utilisé, de l'engrais qui est importé, qui donc participe à la chaîne de valeur locale, mais c'est importé. Et cet engrais-là, tenez-vous tranquille, il a dans son coût de production la sécurité sociale de l'Allemand, la sécurité sociale du Marocain, du Tunisien, la sécurité... Vous voyez un peu. Et cette sécurité sociale-là... Vous anticipez. Toi, tu anticipes. Augmente le coût. Roger, dans la fertilisation du sol tout à l'heure. Roger, je voulais juste te mettre un mot. Oui, rapidement. Parce que les conditions, de manière générale, dans lesquelles on vit ne permettent pas d'innovation. Il n'y a pas que les producteurs. Non, il faut, je dis vraiment de manière générale. Ça ne favorise pas l'innovation. Tout à fait. Je te donne une anecdote. Quand je partais de Yaoundé ce matin, je discutais avec des collègues qui me disaient écoutez, mais quand on n'a pas de salaire, par exemple, on ne peut pas bien réfléchir pour pouvoir être rentable au niveau du boulot. On me le disait ce matin. Et arrivé ici, j'ai cru entendre aussi un bruit de ce genre. C'est pour dire que non, en fait, on est dans un environnement où, le vital, tu vois, à tous les niveaux, le gros de nos populations vivent la subsistance. Et ça, quoi qu'on dise, ça affecte notre capacité, notre potentialité de créativité, quoi qu'on le dise. Il faut mettre l'argent au service de la créativité. Une volonté politique. Voilà. On va prendre M. Kwasi qui nous appelle depuis les États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je suis tellement... merci de m'avoir donné la parole et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. J'aime seulement... cette histoire, cette émission d'agriculture, parce qu'aucun peuple ne pourra être vraiment indépendant indépendant sans avoir résolu ces problèmes de nourriture. Voilà. Alors, moi, je suis aux États-Unis et je suis encore, c'est pas ma profession, mais comme hobby, je fais de la photographie journalistique. Et une fois, je me promenais, j'étais dans l'État de Indiana et j'ai vu une plantation, comment est-ce que les gens cultivent le maïs. J'étais tellement étonné parce que ma mère cultive le maïs aussi. Et quand j'ai vu la production, le système, je me suis amusé à faire des photos du système, comment ça se fait, comment est-ce que je vais faire ça chez moi au village, comment est-ce que je vais importer le système que les gens utilisent. Donc j'ai fait plusieurs photos, j'ai fait un documentaire sur cela. Et alors les films que vous montrez tout de suite me font tellement rire, je suis tellement content que ce soit là. Mais voyez-vous, une innovation agricole ou bien dans n'importe quel domaine vient d'un besoin interne. Quand on a ce besoin interne-là et qu'on a besoin de produire beaucoup de ce besoin interne, alors on cherche à trouver, à changer le système de production. Un exemple plus simple au village, lorsque on fait des plantations de riz, on a besoin de riz et qu'on doit envoyer les enfants chasser les oiseaux. Alors qu'il n'y a pas assez d'enfants, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse des cannes, les boîtes de conserve et on met ça sur des cordes et il y a un seul enfant qui est là peut-être et il fait bouger, on met des cailloux dans les boîtes, je dirais. Et quand on remue, les oiseaux pensent qu'il y a beaucoup de personnes, les oiseaux fuient. Et parce que les gens produisent la nourriture, ça, c'est pour un besoin interne. On peut tout de suite trouver des moyens pour subvenir, pour notre, pour améliorer la production.
Mais voyons que nous produisons des produits comme le café, le cacao, qui ne sont pas on n'a aucun besoin de ça. La production comme la consommation nous est importée. Donc, on doit produire d'une certaine manière. On produit sans savoir pourquoi on produit. Et quand on va à la maison, et parce qu'on prend tout le temps à produire le café, le cacao, on ne pense plus maintenant à produire. Il n'y a pas de politique maintenant de production des produits dont nous avons besoin. Et on produit de petites quantités. Et les petites quantités, les moyens que nous utilisons sont assez efficaces, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Donc, on utilise tous les mêmes moyens pour produire les mêmes choses. Mais si aujourd'hui, on fait une politique internationale de cultiver beaucoup de manioc ou de beaucoup de riz, vous verrez que les gens vont commencer à penser comment à cultiver le riz de sorte qu'on n'utilise plus les mêmes moyens. Et c'est pour cela, je pense que nous, jeunes qui sommes étudiants, qui travaillons, nous devons maintenant, si nous allons à la terre, nous devons maintenant utiliser notre éducation pour améliorer et changer maintenant peut-être les données. Sinon, c'est une politique qui nous a été imposée. La pratique, l'utilisation de la consommation ne permet pas à ces populations qui sont au village de trouver des solutions parce qu'on ne produit pas plus ce dont on a besoin pour manger la nuit. Voilà. Merci, M. Kwasi. Je rappelle que vous intervenez là depuis les États-Unis. Alors, un commentaire, Président Bernard? Non, je pense qu'il a tout dit. Il est revenu ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Alors, nous allons aborder d'ailleurs, avec votre permission, la thématique même de la soirée qui concerne la fertilisation des sols. Et je vais commencer par vous poser la question qui est élémentaire. Il faudrait commencer par une définition. En quoi consiste la fertilisation? C'est quoi la fertilisation avant que nous avancions? Très bien. En fait, le thème fertilisation, ou bien pour utiliser le langage du petit paysan, l'engraissement du champ, c'est quoi? C'est essayer de lui apporter en fait la matière nutritive pour lui permettre de produire plus. Donc on peut définir un peu en termes assez simples la fertilisation de cette façon. Maintenant, quelle matière est-ce qu'on va apporter? On peut apporter les engrais organiques, on peut apporter les engrais minéraux. Voilà les deux types les plus courants de fertilisation. Et on peut aussi en fait faire des engrais verts qui en fait est une autre forme d'apport de la matière organique pour enrichir son sol. Alors Jean-Pierre, est-ce que c'est une définition qui vous convient? Oui, elle me convient tout à fait. Est-ce que dans le cadre de l'histoire des cultures Roger, je te coupe avec ta permission. C'est pour te faire remarquer que sur la table, on a deux personnalités qui, par rapport à la fertilisation, ont deux vues différentes. Donc, je pense qu'il faut effectivement qu'on les oppose de temps en temps. On a un qui fait dans l'agriculture biologique, c'est le roi du bio. Et c'est pour ça que la question était... Je pense que là, oui, tout à fait. Je voulais juste faire cette petite nuance. Voilà, pour te remettre la parole. Si, effectivement. Nous ne sommes pas encore dans les vifs du sujet. Oui, je crois que la définition que vient de nous donner Emmanuel, elle est tout à fait exacte. Et donc maintenant, lorsque nous allons entrer en profondeur dans le sujet, je vous expliquerai qu'en fait, il n'est même pas un tout petit peu cohérent d'utiliser la fertilisation chimique à partir de NP4 synthèse, parce que, vous savez, on entend tous parler du réchauffement climatique. On entend tous parler du réchauffement climatique. Voilà. On entend tous parler du coût de l'énergie au niveau de la planète. On entend parler de ces choses-là. Et on voit aussi que finalement, les grandes productions agricoles des pays dits développés, qui sont réexportées partout dans le monde, qui bénéficient de subventions monumentales pour se maintenir grâce à une fertilisation chimique outrancière qui utilise les ressources de la planète de manière désordonnée, je pense qu'il n'y a même pas match. Je crois que ce sujet, et on reviendra dessus, je ne voudrais pas
comment dire, abuser du fait que j'ai la parole pour développer en profondeur. J'attends qu'on revienne dessus pour que je vous explique. Et effectivement, ça fait partie d'un point au programme de la soirée. On doit alors mettre le cap sur la Libye, retrouver Adama Dia, lui qui n'est pas en prison, mais qui est libre. Alors, Adama Dia, bonsoir, bienvenue. Bonsoir mon frère Louis-Rosé, bonsoir le plateau. Et puis bonsoir africaines et africains. Écoutez, sur l'appel sur le continent, il y a un monsieur qui dit la récréation est terminée. J'espère que nos dirigeants, avec ce débat vraiment animé, avec de bonne foi, et que vraiment réellement nos dirigeants doivent sortir de la cour de récréation parce que on a 2-3 matières à théoriser, mémoriser et pratiquer. C'est-à-dire le problème qu'ils cessent d'aller faire des accords ou de signer des accords de partenariat économique, je ne sais pas quoi encore d'autres, qui ne seront jamais aboutis parce que ça fait près un bon temps. Nos dirigeants aillent signer même le secteur privé, ils aillent nos jeunes entrepreneurs africains pour qu'ils expérimentent leur savoir-faire. Il faut qu'ils aillent signer des accords et aller demander des financements, je ne sais pas quoi. Le problème, c'est que il faut que l'ensemble des gouvernements africains s'investissent. Il faut qu'ils votent des budgets et qu'ils les renforcent et qu'ils s'investissent dans le domaine de l'agriculture. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ni la stratégie, ni la géopolitique politicienne, ni d'autres choses. Qui reviennent sur la terre, revenons sur la terre, plantons-nous nos pieds sur la terre et cultivons, faisons occuper les jeunes de Bamenda, du nord du Mali, de la Casamance. Il n'y aura pas de guerre, mon frère. Il y avait parmi les émissions, j'ai appris au niveau de l'université Afrique Média que si vous voyez des jeunes africains tentent à l'immigration esclavagiste, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est vrai que nos gouvernements font tout ce qu'ils peuvent, mais tant qu'il y a une erreur qu'ils ne se réfléchissent pas, parce qu'à chaque fois, il faut aller tendre la main aux autres. Et c'est cela, ils ne vont jamais venir vous dire, OK, voilà votre argent, allez-y financer dans le domaine de l'agriculture, nous sommes très loin, peut-être nous allons faire la suivi et nous allons évaluer pour voir est-ce que l'argent que nous vous avons placé et accéder aux bénéficiaires, mais le problème c'est que eux ils vont venir, ils vont signer des accords, mais ils vont revenir encore poursuivre leurs accords là pour gérer l'argent qu'ils nous ont financé, qu'ils ont financé à nos gouvernements. Voilà ce qui fait que même s'il y a des milliards et des milliards d'euros ou de dollars, les jeunes tenteront toujours parce que ce ne sont pas les jeunes qui occupent ces accords-là. Voilà, merci Philiban. Adama Dia, je rappelle que vous appelez depuis la Libye. On va rester au standard. Prendre Coco qui nous appelle depuis les États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Merci les gars. C'est une émission formidable. Et surtout à M. Djonga. J'ai voulu intervenir parce qu'il disait que en fait, les conditions dans lesquelles vivent les Africains ne leur permettent pas d'être inventifs, de créer des solutions à des problèmes adaptés à des problèmes qu'ils rencontrent sur les champs. Et moi, je voulais me porter en faux contre cette théorie-là. Monsieur Djonga, je vous en prie, regardez bien, les Asiatiques souffrent aussi. Ils ont tellement de problèmes dans leur champ. Je suis très bien au courant que vous connaissez l'Asie plus que moi. Mais eux aussi, ils souffrent. Mais imaginez un peu dans nos champs. Moi, j'ai une plantation. Je suis togolais d'origine. Je vis aux États-Unis. J'ai une plantation au Togo. Dans nos villages, nos villageois passent leur temps dans les églises au lieu de travailler. Dès qu'il y a un petit problème dans les églises, il faut construire une église, il faut aller prier, ils trouvent des solutions rapidement. Mais quand il faut aller au champ,
avec Coco qui nous appelle donc depuis les États-Unis. On va rester au standard parce qu'ils sont nombreux qui voudraient intervenir. Alors, bonsoir. Bonsoir, Ligue 2, c'est Pasteur Soir depuis Odala. Voilà, Pasteur Soir, vous êtes à l'antenne. Oui, Ligue 2, moi, j'ai seulement quelques préoccupations. Soyez concis et précis. Les préoccupations, c'est les aspects qui sont là. C'est-à-dire, je vais être précis. C'est-à-dire, comment aujourd'hui, nous allons en Afrique ici, pour avoir le riz en abondance. Parce que, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a appelé, qui a dit que quand on sème le riz, il y a les oiseaux qui fatiguent. Mais comment se fait-il que les Chinois, le riz chinois, les oiseaux ne fatiguent pas le riz chinois? Et ils ont assez de riz. Et en Afrique ici, quand on sème notre riz, les oiseaux fatiguent le riz. Comment eux, ils font? Et ils arrivent à avoir assez de riz. Et comment nous, on fait? Et notre riz est tout le temps bouffé par les oiseaux. Et notre production, on n'arrive pas vraiment à atteindre la production. Même, on ne peut même pas nourrir un village. Voici ce que je voulais savoir. Maintenant, au niveau du cacao, de la production aussi, il y a toujours des difficultés. Donc, puisque ça demande de l'agriculture, je voulais quand même que les experts quand même nous expliquent comment nos planteurs, nos parents puissent vraiment s'y prendre, de sorte qu'ils puissent avoir assez de production et pas de destruction des animaux. Voici ma préoccupation. Merci d'Union. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Merci infiniment, Pasteur Soa. Vous nous appelez depuis le Ghana. Alors, qui voudrait répondre à la préoccupation du Pasteur Soa, parlant bien évidemment de la culture du riz, pourquoi il y a toujours les oiseaux et chez nous et pas du côté de la Chine Je pense qu'il y a un problème agroécologique dans sa question parce que quand on voit les champs de riz qui sont produits dans la zone forestière, je prends le riz de Nanga et Boko, j'ai visité, j'étais même étonné par les moyens qu'on mettait pour chasser les oiseaux. En fait, en zone forestière, en dehors des champs de riz, il y a beaucoup d'autres arbres, il y a beaucoup de possibilités pour que les oiseaux puissent pouvoir être présents. Je n'ai pas vu la même chose quand j'étais à Yagua. Quand j'étais à Mokolo, il n'y avait pas de problème d'oiseaux granivores en tant que tel. Donc il y a l'environnement dans lequel on fait la production qui est aussi un peu source d'attraction pour les oiseaux. Il faut quand même le dire. Bon, bien évidemment, quand on compare ça avec la Chine, quand vous voyez 1000 hectares de riz, bon, pour qu'on ait des oiseaux qui égratignent 1000 hectares de riz, je pense que c'est un océan d'oiseaux. Oui, parce que c'est quelques granivores. Quand la production est petite, le risque que l'effet des oiseaux puisse être fortement ressenti est très grand. Et là, dans ces régions-là, dans les petites productions, je pense qu'il est tout à fait normal qu'on puisse utiliser des moyens comme des comment vous appelez ça, pour pouvoir chasser les oiseaux, les épouvantails, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour pouvoir chasser les oiseaux. Mais, oui, allez-y, continuez. Mais il y a quand même un élément qu'il va falloir que je relève, c'est de dire que dans les pays asiatiques, les États ont réussi à mettre en place un système d'accompagnement hyper efficace pour pouvoir faciliter la production du riz. Donc on ne doit pas s'étonner que le riz soit produit en grande quantité dans ces régions. Quand on voit le chemin qu'on a vu là, la récolte du riz, on ne peut pas s'imaginer. Ce riz, c'est un riz hyper irrigué. Le riz qu'on voit on va nous le montrer tout à l'heure. Voilà, ce riz que vous voyez là. Ça, c'est un riz hyper irrigué. Mais le problème ici, c'est qu'au moment de la récolte, on laisse l'eau s'assécher. Or, ce riz-ci, ça ne se plante pas à la machine, ce riz-ci. Parce que la machine n'entre pas dans la boue. Donc, il faut être très pratique. Et c'est pour ça que vous voyez en Asie du Sud-Est, les gens portent ce chapeau, ils sont dans la boue quand il faut planter. Quand il faut planter le riz. Mais lorsqu'il faut récolter, les moissonneuses-batteuses entrent ici parce que quand il faut récolter, c'est le moment où on a laissé l'eau s'assécher. Ça, c'est un des premiers éléments. Mais quand je parlais d'un système d'accompagnement très efficace, c'est que ce que j'ai vu en Thaïlande, c'était tout à fait impressionnant. C'est-à-dire en Thaïlande, les coopératives sont hyper organisées. Ce qui fait que les paysans qui produisent le riz, ils sont rares à avoir plus de 5 hectares. Donc il y a une superficie limitée à 3 hectares pour chaque paysan. Il produit le riz. Mais il ne récolte pas ce riz lui-même. La coopérative récolte le riz. Et le riz n'est pas vendu par lui-même. La coopérative récolte, enregistre sa production et c'est l'État qui lui paye son riz par rapport à un prix plancher. Le prix plancher, c'est un prix qui permet aux paysans de pouvoir bien vivre. Et ce prix est assuré par l'État. Or, comme quand je prends le cas de ce que j'ai vu en Thaïlande, comme la production est extrêmement importante, pour vous donner un chiffre,
Le Cameroun, aujourd'hui, produit 120 000 tonnes de riz par an. Je dis bien 120 000 tonnes de riz par an. La Thaïlande produit par an 20 millions de tonnes. Je dis bien 20 millions de tonnes. Et pour leurs besoins alimentaires en Thaïlande, ils ont besoin de 10 millions de tonnes. Ce qui fait qu'il leur reste 10 millions de tonnes entre les mains. Donc, ils ont la possibilité d'influencer le prix sur le marché mondial. Quand ils réussissent à influencer le prix sur le marché mondial avec les 10 millions de tonnes, ils ont aussi donc la lassitude de pouvoir fixer un prix d'achat du kilogramme de riz aux paysans qui lui permet de pouvoir vivre. Donc, quand je suis parti visiter les riziers là en Thaïlande, j'ai bien remarqué que quand vous allez au champ le matin, mais il n'y a pas moyen de circuler en route. Presque tous les paysans ont la moto, presque eux tous pour aller au champ. C'est quelque chose qu'on ne voit pas ici. Parce qu'on a pris à cœur, le gouvernement a pris à cœur la qualité de vie, les conditions de travail de ces paysans. Alors, juste pour finir, lui, Roger. Alors, quand un paysan a 1 hectare, on lui donne les intrants et les semences pour pouvoir produire. C'est quelque chose qui est rare. On l'accompagne sur les itinéraires techniques. Ça encore, c'est très rigoureux là-bas. Au moment de la récolte, donc, le paysan n'a pas besoin d'avoir une maçonneuse batteuse. Non. C'est la coopérative qui a la maçonneuse batteuse. Et au niveau de la coopérative, ceux qui ont la maçonneuse batteuse ne produisent pas le riz. C'est leur travail. Donc, ils négocient avec les paysans pour les 3 hectares. On lui donne rendez-vous, on dit aux paysans, mercredi à 10h, on vient récolter ton riz. Mercredi à 10h, le paysan est en bordure de son champ. La coopérative vient avec la maçonneuse batteuse, récolte le riz et l'ensache directement. Ça, c'est l'effet de la maçonneuse batteuse. On laisse le paysan en bordure bon champ avec ses sacs de riz entassés. Et la coopérative signe le papier et s'en va. Une fois que la coopérative, la récolte a été réalisée, maintenant c'est un autre camion qui vient récupérer le riz et ensacher. Donc, le système est tellement organisé de telle sorte qu'ils peuvent produire nettement plus pour pouvoir inonder nos marchés, particulièrement les marchés africains. Ce que je vois ici comme le riz qu'on consomme, qu'on vend, c'est la même chose que je vois au Mali, c'est la même chose que je vois au Niger. Donc, il y a le riz fortement importé parce qu'il y a ce fort potentiel de production avec un accompagnement hyper efficace des pouvoirs publics. Voilà. On se rend compte que les pouvoirs publics accompagnent les agriculteurs. Tout à fait. Et en mettant sur pied tous les moyens, une bonne route, l'accès à l'eau, l'accès... S'il te plaît, en ayant le souci de la qualité de vie du producteur. Voilà. C'est-à-dire, on ne voit pas le riz d'abord. On voit le producteur. Donc, on améliore les conditions de vie du producteur. Et il améliore aussi... Et il produit du riz. Voilà. Jean-Pierre, on va revenir sur notre thématique, parlant de la fertilisation des sols. Je voulais savoir s'il y a des plantes qui peuvent naturellement nous permettre de savoir si un sol est fertile. Ben oui. Jean-Pierre? Ben oui, il y a vraiment beaucoup de plantes. Il faut observer les plantes selon le type d'environnement où on est. Parce qu'il y a des plantes qui évoluent bien sur des sols neutres, c'est-à-dire avec un potentiel hydrogène proche de 7. D'autres évoluent bien sur des sols acides, etc. Juste une très brève parenthèse sur le riz d'Asie. Le monde entier n'est pas obligé de consommer du riz. Le monde entier n'est pas. C'est-à-dire le modèle économique du riz asiatique, où on fait de grandes surfaces, etc., c'est un modèle économique, à mon avis, qui peut être dangereux s'il essaie d'être dupliqué. Nous avons, dans les contrées d'Afrique, nous avons la plus grande biodiversité culinaire du monde en Afrique. Il est donc important, si quand on a une telle biodiversité, d'aller regarder les valeurs nutritionnelles, les valeurs thérapeutiques, les valeurs pour créer des industries agroalimentaires autour de manière à ce que nous ayons le meilleur avantage comparatif dans tout ce que nous faisons et qu'on ne soit pas obligé d'essayer de... Parce que les Asiatiques sont des consommateurs traditionnels de riz. Mais nous sommes des habitants quelquefois des zones soudano-sahéliennes, quelquefois des forêts, quelquefois des insulaires, pour lesquels le riz est quand même un aliment importé. Donc, nous avions du riz sauvage à Madagascar, qui a eu tendance à disparaître parce que quand le riz américain arrivait à Madagascar, il avait un coût de production tellement faible que le riz de Madagascar, qui était bon, ne pouvait même plus se vendre à Madagascar. Donc vraiment, c'est une brève parenthèse. Non. C'était... Et là, il y a une réaction. C'était une brève parenthèse sur... Jean-Pierre, si tu permets. Là, c'est une autre parenthèse. J'aime bien tes belles paroles, mais ne perds pas de vue quand le dernier chiffre que nous avons en 2016, le Cameroun a importé pour 650 000 tonnes de riz qui est consommé. Et tu ne perds pas aussi de vue qu'en 2008, la grève que nous avons connue, la crise que nous avons connue, c'était la crise du riz, parce que le riz était devenu cher. Donc, il y a cette réalité qui est là.
Donc, la nécessité, ce que tu dis doit être porté par une volonté politique qu'on n'a pas dans nos pays africains. Il faut le reconnaître. D'année en année, les importations du riz d'Asie du Sud-Est ne font qu'augmenter. Il faut le reconnaître. Et d'année en année, les productions locales dont tu parles, je prends le macabo, je prends l'igname, je prends même le plantain, va voir sur le marché, ça coûte de plus en plus cher parce que ça devient rare. C'est ça la réalité. Donc il y a une nécessité d'une volonté politique. Voilà. On ne va pas refaire le débat. Je l'ai provoqué, je sais. On ne va pas refaire le débat ici sur ces produits. Maintenant, nous parlons de la fertilisation du sol. Je demandais s'il y a des produits naturels qui peuvent nous permettre de distinguer un sol qui est fertile. Oui, moi, je n'avais pas fini de répondre d'ailleurs. J'ai juste fait une digression par rapport au riz. Mais je voulais quand même dire que lorsqu'on regarde un sol fertile, il n'y a pas seulement des plantes, mais il y a la manière dont le sol respire. Il y a la manière dont le sol, les particules qui sont dans le sol, comment elles sont agglomérées. Il y a la manière dont on quantifie ce qu'on appelle la matière organique pure, l'humus, le sable, l'argile, qui sont les constitutions du sol. Il y a même la capacité du sol à retenir l'eau, qui est un signe, un indicateur de fertilité. Et ces indicateurs de fertilité, ils sont en général absents dans les sols morts. Et ce qui fait qu'un sol meurt, c'est lorsque il y a excès de salinité ou lorsqu'il y a excès d'application d'engrais chimiques de synthèse qui va compromettre en fait ce qu'on appelle le complexe argilo-humique du sol, c'est-à-dire la capacité du sol à garder de l'humus. Et c'est grâce à ça simplement que la plante se nourrit. Ça, c'était les aspects qui n'avaient rien à voir avec la plante proprement dit, mais le sol proprement dit, regardez comme ça. Voilà. Maintenant, les plantes alors. Lorsqu'on connaît la biodiversité végétale qu'il y a dans son environnement, on sait identifier, lorsqu'on regarde, les paysans le savent, hein, ça c'est aussi des savoirs traditionnels qui doivent être mis dans les bouquins et enseignés aux enfants. Le paysan, quand il regarde un sol et selon le type de végétation qu'il observe sur le sol, sait si le sol est fertile ou n'est pas fertile. Ah, Emmanuel? Oui. Président, vous avez réagi avant qu'on le... Okay. Ou alors vous donnez la parole d'abord à Emmanuel. Oui. Bon, vas-y Emmanuel, vas-y. Pour le président conclure. Pour abonder un peu dans le sens de Jean-Pierre, regardez par exemple en zone forestière, les espèces où pousse le chromolaina, on l'appelle souvent dans certaines langues bokassa et autres. Une fois que vous trouvez en fait une végétation dans une clairière à prédominance du chromolaina odorata, cela signifie simplement que le sol est assez pauvre. Donc, mais là, c'est tellement scientifique que le petit paysan... On l'appelle bokassa dans certaines langues, quoi. En fait, c'est une herbe qui je ne sais pas si c'est bokassa ou bien... Si, bokassa. Oui. Voilà. donc, une fois que le paysan trouve les parcelles, par exemple, de bokassa rapidement, il sait que ces sols ont été complètement appauvris. Donc, il va ailleurs. Et d'autres indicateurs de la fertilité d'un sol. Dans un sol où poussent plusieurs espèces d'herbes, par exemple, et d'arbres, forcément, ça veut dire que la plante a la possibilité d'explorer les zones profondes du sol. Donc, cela veut dire que le sol est fertile. Voilà. Président? Je voudrais avoir une définition un peu plus générale. De manière empirique, les sols qui sont en zone forestière, il faut qu'on se le dise, sont des sols qui sont pauvres, parce que la couche arabe est extrêmement faible. C'est-à-dire, quand on est en zone forestière, on voit les arbres, les feuilles mortes, même quand vous circulez dans la forêt, vous écrasez les feuilles en circulant. C'est un peu, sur certains aspects, ça c'est de l'humus. Si on transformait, bien évidemment. Mais cette épaisse que vous voyez en surface, elle ne va pas loin en profondeur. Ça reste en surface. Et quand ça se décompose, ça reste donc toujours cette couche qui est extrêmement faible. Donc, de manière empirique, quand on est en zone forestière, on doit comprendre que les sols ne sont pas profonds en zone forestière. Et c'est la raison pour laquelle, en zone forestière, on fait la culture itinérante. C'est-à-dire, quand on a cultivé un endroit en un an, l'année suivante, si vous revenez sur le même endroit, vous allez constater que votre production va diminuer de plus de la moitié parce que cette couche-là, vous l'avez tout consommé. Vos plantes l'ont tout consommé la première année. Donc, il faut aller ailleurs. Donc, de manière empirique, on peut dire savoir que en zone forestière, le sol n'est pas profond. Donc forcément, la fertilité du sol est extrêmement relative. Voilà.
Oui, je ne partage pas totalement. Non, mais vas-y. J'explique pourquoi. J'explique pourquoi. Déjà, les méthodes culturelles qui sont appliquées en zone forestière sont totalement inadaptées en Afrique. Pourquoi? Parce que la zone forestière est une zone qui prend quelquefois des centaines, voire des milliers d'années à se constituer. Et du fait de l'ignorance, de l'extrême pauvreté des zones rurales abandonnées à elles-mêmes, et de l'absence d'identification des espèces végétales forestières à conserver et de politiques de gestion de forêts cohérentes par rapport à l'habitat humain et à l'urbanisation, parce que nos forêts sont des fois à vol d'oiseau, en moins de 2 heures à vol d'oiseau, dans nos grandes capitales où les gens se concentrent. Donc du coup, ça amène un problème. Si c'est un sol forestier pentu, oui, il va y avoir, comme Bernard dit, une sorte de lessivage, érosion du sol, et Bernard a raison sur ce point. Oui. Par contre, si c'est un sol forestier de vallée, plat, etc., il n'y a pas de raison. La seule manière de venir détruire la couche arable, c'est de pratiquer la culture sur brûlis, et de venir, et ça c'est un crime contre la nature. C'est-à-dire que les dirigeants des pays africains, vraiment, il ferait mieux d'acheter infiniment moins de 4x4 et de belles Mercedes et de consacrer les ressources, les maigres ressources de leur nation à préserver la grande richesse qui leur reste au niveau de la biodiversité, parce que vous avez des espèces quelquefois endémiques, avec des propriétés pharmaceutiques uniques, que le petit paysan il est en situation de survie. Il va donc brûler par ignorance. Et parce que personne ne l'encadre. Il va brûler tout ça, ou alors c'est le forestier libanais qui va arriver avec son bulle, il va tout terrasser parce qu'il a besoin de 2-3 billes. Il va tuer peut-être des espèces rares sur une certaine surface, sans gêne. Et personne ne va même lui dire qu'attention, tu viens de faire quelque chose de grave. Donc je pense qu'il faut, pour être court, avoir une véritable politique de gestion des sols, parce que ça commence là-bas. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire de l'agriculture, de l'agro-industrie, si vous n'avez pas maîtrisé votre agriculture, maîtrisé votre fertilisation, maîtrisé la gestion des sols. Et les sols en Afrique, où l'humus s'est constitué pendant des années, si on ne brûle pas, on n'a plus besoin de faire de culture itinérante parce que finalement, les vers de terre sont là. Parce que dans un sol pauvre, de forêt, souvent, il n'y a pas les vers de terre. C'est un signe. Hein? C'est parce qu'on les a brûlés, on les a tellement martyrisés qu'ils sont partis. Or, le ver de terre, c'est un insecte enfouisseur. C'est-à-dire, c'est un consommateur de végétaux parce qu'il a des mandibules qui broient des végétaux qui sont aussi durs que vos ongles, et il va déféquer. Il va déféquer une matière organique très très riche en azote, en potasse et en phosphore, et il va uriner en même temps par le même trou. Et c'est le ver de terre qui fait le travail d'amélioration de la fertilité des sols dans des environnements non déstructurés et pas pollués par la chimie de synthèse. Parce que la chimie de synthèse, je finis là-dessus, c'est-à-dire que tout ce qui est organochloré, organophosphoré, fongicides systémiques puissants, qu'on va déverser sur glyphosate. C'est les gros mots, ça. Qu'on va venir déverser, déverser sur les sols, tuer le peu d'êtres humains qu'il y avait dans le sol, parce que vous prenez 1 mètre carré de sol comme ça, là, vous passez au microscope à balayage électronique, vous allez vous apercevoir qu'il y a une vie incroyable dans le sol. Mais dans un sol qui est appauvri par le feu, et par l'utilisation abusive des produits chimiques de synthèse, il n'y a plus rien. Et après, une fois qu'on a fait ça, on s'endette pour importer de l'engrais. Vraiment, on marche sur la tête. Voilà. Alors, on y va. Nous n'avons plus assez de but. Nous avons maximum 8 minutes pour la fin de cette émission. Oui. Bon, j'allais profiter de ce que les deux ont dit pour dire, en fait, pour moi, il fallait qu'on aborde même le prérequis de la fertilisation d'un sol. Allons-y. Et effectivement, en termes de prérequis, j'allais dire, je ne suis pas aussi d'accord avec le président à cause de ça. C'est vrai, en zone forestière, par exemple de Mongomo, en Guinée équatoriale, nous avons eu à travailler sur un sol où l'épaisseur arable était de 8 cm. Donc ça, je suis d'accord avec lui que l'épaisseur de la couche arable dans les zones forestières est souvent très petite.
Mais comme l'a dit Jean-Pierre, le gros problème la couche souvent... arabe qui est la couche cultivable. La couche cultivable, bien sûr. Plus bien comprendre. Tout à fait. Comme l'a dit Jean-Pierre, le problème vient du fait qu'on va justement en une seule année mettre à nu un sol forestier avec le brûlis. Et ce brûlis va détériorer toute la matière organique qui, en fait, s'est constituée avec des centaines d'années quelquefois. Et c'est là le prérequis pour moi de la fertilisation chimique, c'est de savoir quel est le niveau de la matière organique du sol. Et là-dessus, justement, j'avais une petite expérience à partager par rapport à ça. Allons-y. Le cas de ce cultivateur béninois, M. Koulibaly Benoît, je pense, qui nous suit à Afrique Média depuis plus d'1 an. Il a fait une expérience cette année au nord de Bamako. Il a fait quelques hectares de maïs. Avec 1 hectare dans lequel il a apporté de l'engrais organique et le NPK 17-17-17. Maintenant, il a fait d'autres hectares sans matière organique, mais uniquement avec le NPK 17-17-17 qu'on retrouve sur le marché malien. Le rendement était celui-ci. Sur l'hectare où il a fait justement engrais chimique, engrais organique, il a eu 3 tonnes de maïs à l'hectare. Et sur l'hectare où il a fait uniquement de l'engrais chimique, il a eu 2 tonnes à l'hectare. Et effectivement, le prérequis pour pouvoir en fait fertiliser un sol, c'est de savoir quel est le niveau de matière organique de mon sol. Parce que vous comprenez que le NPK, par exemple, c'est-à-dire l'azote, le phosphore, le potassium. Le potassium, par exemple, fait partie des éléments qui doivent être arrêtés en quelque sorte par la matière organique avant d'être utilisés par la plante. Quand vous l'apportez sur un sol où le niveau de matière organique est inférieur à 3%, en fait, une bonne partie de cet engrais que vous apportez ne sera jamais utilisée par la plante parce qu'elle sera lessivée, faute en fait d'éléments au sol qui puissent l'arrêter. Le temps nous tient à la gorge, j'aurais voulu faire une différence entre... Allez-y, par exemple, des outils, c'est comme des notions, on peut mesurer le niveau de la matière organique d'un sol. Ça, c'est possible. Il y a des outils pour mesurer en fait le niveau de matière organique qui n'est pas nécessairement accessible au niveau du paysan. Dans le cadre peut-être du labo agri, les gens peuvent revenir vers nous pour qu'on leur dise comment ça se passe. Mais pour moi, donc, tant que le niveau de matière organique d'un sol n'est pas celui qu'il faut, il ne faut même pas penser à apporter des engrais chimiques. On perd de l'argent, on perd le temps et à la fin, on pollue l'environnement. Voilà. Bon, j'écoute Emmanuel, mais je voulais qu'il soit plus simple. Simple, pratique. Quand tu dis par exemple 3%, la matière organique, le taux c'est 3%. Pour un producteur qui nous écoute, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui. Comment il mesure ça? Si on prend... Bon. Ça c'est un peu tout à fait. Malheureusement, le producteur lui-même n'aura pas les moyens techniques pour le faire. Mais si on prend un sol qui a 15 cm d'épaisseur, en fait, en zone forestière, on estime que sur les 15 cm du sol, on peut avoir à peu près 2 tonnes de terre sur les 15 cm. Maintenant, cela veut dire, quand on prend 3%, cela veut dire si on a 2000 kg de terre par exemple, on prend 3% de 2000 kg de terre pour évaluer la quantité de matière organique qu'on peut retrouver dans le sol. Et ça, il y a des techniques qui puissent arriver à le déterminer. Donc, il faudrait alors que le planteur, le cultivateur, le petit producteur vienne vous voir. Pas le petit producteur. Normalement, là aussi, c'est une tâche dédiée aux États. Les États devraient, ou les communes par exemple, les communes peuvent facilement dire, OK, nous, on contacte les spécialistes pour nous aider à déterminer quel est le niveau moyen, par exemple, de matière organique dans notre sol. Imaginez un peu. En 2010, par exemple, on disait que la production camerounaise du maïs était de 1 600 000 tonnes. Et on avait un déficit. Imaginez un peu qu'il y avait un rendement de 1 tonne à l'hectare. Imaginez un peu que, effectivement, à travers des analyses méthodiques, on puisse trouver que porter ce rendement à 2 tonnes à l'hectare, on passerait carrément de 1 tonne, de 1 600 000 tonnes à 3 200 000 tonnes de maïs au Cameroun. Donc, si on mettait tu lui permettrais, en valeur, oui, président.
Alors, je voudrais quand même très rapidement dire ceci, par rapport à ce qu'il vient de dire Emmanuel. Il existe des méthodes simples qui permettent de vérifier comment dire, la fertilité d'un sol qui se traduit en général par la concentration de matière organique qu'on a dans le sol. Tout dépend du type de sol que c'est. Vous avez ce qu'on appelle les sols argilo-limono-sableux, c'est-à-dire des sols francs. Qu'est-ce que c'est un sol franc? Non, je vais simplifier. Oui. Qu'est-ce qu'un sol franc? C'est un sol en fait idéal. C'est le genre de sol où les maraîchers font leur culture, souvent humide, bien fertilisé, et où normalement... que tu la tomate, des salades, des pois. Voilà, alors attention à la tomate. Voilà. La tomate, c'est une catastrophe dans notre pays. C'est une culture très, très importante dans notre alimentation traditionnelle. Ça permet de faire des sauces, etc. Mais les choses qu'on met dans la tomate dans ce pays, ce n'est pas normal. Et ça, c'est lié peut-être au sol, peut-être aux techniques culturelles, etc. Je dis que nous gagnerions à faire travailler nos laboratoires d'analyse de sol. On en a un à l'université de Tchang. On en a peut-être un ailleurs au Cameroun, ou deux. Ces laboratoires, si ils faisaient des analyses de sol subventionnées pour quadriller les sols agricoles du Cameroun et pouvoir proposer des solutions de fertilisation conventionnelles, comme le suggère Emmanuel, ou écologiques, biologiques, comme je le suggérerais, nous gagnerions. Vous vous rendez compte que la quasi-totalité des agriculteurs du Cameroun, y compris certains grands agriculteurs, c'est-à-dire des gens qui ont 3 000 hectares, 2 000 hectares, etc., arrivent à aller acheter des engrais pour la fertilisation de leur sol de manière hasardeuse, sans s'appuyer sur les résultats d'analyse de sol. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'exporter des devises, les maigres devises qu'il y a dans le pays, pour acheter quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Alors après juste... 10 secondes. Oui, donc finalement, faire ces analyses de sol. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la technique du boudin. Lorsque vous creusez, vous faites votre coupe de sol, vous prenez le sol, vous le passez à la main, légèrement humidifié, et vous faites un boudin comme ça. Si votre boudin se fait et s'étire comme ça veut dire que votre texture est argileuse. Donc, ça vous donne déjà une petite orientation. Maintenant, pour le sable, si ça ne s'étire pas comme ça, il y a des chances que c'est sablonneux. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas mettre une culture ici à la fin de la saison des pluies, parce qu'il y a des chances que votre culture ne tienne pas, parce qu'il n'y aura pas assez d'eau autour. À la réalisation, on fait signe déjà que nous sommes arrivés au thème. Oui, j'ai un problème avec les deux. Voilà. Et je pointe Emmanuel du doigt, parce qu'il a parlé du maïs. Oui. Tu as parlé de 1 600 000 tonnes de maïs produits au Cameroun. Oui, en 2010. Bon, en 2010, j'attire ton attention. Même si c'est 2 millions, même le chiffre de 2017, il faut que tu aies en tête que 85% de ce maïs est produit par les exploitants familiaux. Tout à fait. Ils ont moins d'un hectare. Tout à fait. Oui. Bon, quand on parle de la fertilité du sol, c'est à eux qu'on s'adresse. Tout à fait. Ils ont moins d'un hectare. Et c'est pour ça qu'il dit, ce que vous dites, je me demande comment ces petits exploitants, comment ils prennent ça. Même rien que les mots qu'on utilise. Là, il y a un problème. Donc, je pense pour ma part que prochainement, moi, en français, il faudrait adapter. Il faudrait adapter. En tout cas, quand vous parlez de fertisol, quand vous parlez de XYZ, je me mets à la place de ces petits paysans qui ont moins d'un hectare et qui ont à la limite les soucis de fertilité. Ils n'ont pas le Ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne sont pas allés à l'école. Voilà. Alors, nous sommes désolés que le temps nous tienne. On a juste annoncé le sujet. Dans ce sujet, juste annoncé, on a encore le temps de revenir largement là-dessus. Merci Bernard Djonga d'être revenu. Merci Emmanuel. Merci Jean-Pierre. Et on espère que nous serons de temps en temps ensemble pour édifier nos téléspectateurs sur des questions liées à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et aux industries animales. Voilà, monsieur, restez branchés, ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.